Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat à 4 reprises et animateur de la très populaire émission YouTube, Daniel Davis Deep Dive. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Ainsi, ton expérience et ton expertise militaire s'avèrent utiles maintenant, puisque nous voyons que Pokrovsk est tombé bien plus rapidement que prévu. Si je comprends bien, il ne reste que quelques rues, et plus de 95% de la ville a déjà été prise par les Russes. Ce que beaucoup pensaient devoir durer des semaines, voire des mois, s'est apparemment produit en seulement quelques jours. L'une des conséquences, cependant, est que des milliers de soldats ukrainiens n'ont pas été évacués. Comme on le voit sur les images, beaucoup se rendent, tandis que d'autres sont tués en tentant de s'échapper. Certains se sont repliés à Mirnograd, qui est désormais complètement encerclé. Je me demande, comment cela a-t-il pu arriver? Comment la ville est-elle tombée si vite aux mains des Russes? Et pourquoi toutes ces troupes sont-elles encore là? Oui, cela dure depuis assez longtemps. La fin est arrivée rapidement, mais l'investissement dans le siège dure probablement depuis plus d'1 an. Et en réalité, je dirais qu'il y a environ 2 mois, peut-être entre 2 mois et 1 mois, il n'y avait qu'un peu de progrès, ce qui avait déjà été le cas auparavant, car la Russie alternait entre différentes parties du front, en utilisant diverses tactiques, etc. Mais l'un des éléments qui ont conduit au succès ici, c'est que la Russie a accéléré le rythme de ses opérations en plusieurs points le long des lignes de front. Je veux dire jusqu'à la région de Kherson, celle de Zaporizhia, juste au sud de la région de Pokrovsk, juste au nord de Konstantinivka, puis dans la région de Liman et ensuite dans celle de Kupiansk. Et même récemment, il y a eu une activité supplémentaire dans l'oblast de Kharkiv. Ils y ont intensifié leurs opérations. La Russie a la main-d'œuvre nécessaire pour faire tout cela, donc elle s'est étendue dans chacune de ces zones. L'Ukraine, non. Et je pense que ce que cela a vraiment révélé, et je suis presque sûr que c'était intentionnel, c'est que le camp ukrainien n'avait pas les renforts nécessaires pour combler toutes les brèches et renforcer la zone lorsque la Russie a clairement fait de Pokrovsk son principal objectif il y a plusieurs mois. J'ai en fait interviewé un homme du côté russe qui m'a dit, c'était il y a environ 4 mois, que Pokrovsk était clairement leur principale priorité. Ils pouvaient même le dire ouvertement en public. Et ce que vous avez vu, vous vous en souvenez peut-être, je crois que c'était en août, c'est que la Russie a réalisé une percée importante au nord de Pokrovsk, au nord de Rodensk, la ville qui est en quelque sorte la pièce maîtresse à l'entrée de ce qui avait été la poche mise en place dans la région de Pokrovsk. L'Ukraine a précipité le reste de ses réserves de théâtre dans cette zone pour contenir cette percée, car il y avait à l'époque une certaine inquiétude que je partageais, que la Russie puisse utiliser cette brèche pour faire entrer davantage de forces d'exploitation et pousser plus profondément dans les zones arrières. L'Ukraine a manifestement eu la même idée et a envoyé ce qui constituait ses dernières réserves à l'échelle du théâtre d'opération, le corps Azov, pour vérifier cette percée. Ils avaient essayé de couper cette percée et de la repousser à sa position initiale. Mais en se concentrant sur cette percée, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est se concentrer sur la zone de Pokrovsk, car ils n'avaient pas les troupes nécessaires. La Russie, elle, avait des troupes sur place et a commencé à accélérer son mouvement vers la région de Pokrovsk, en même temps que celle dont j'ai parlé. De sorte que l'Ukraine n'a pas pu retirer une unité d'intervention d'une portion plus calme du front pour combler cette brèche.
Ils n'avaient donc qu'un seul endroit où l'utiliser, et c'était au nord de la zone de Pokrovsk, au nord de Rodensk. Ils y ont obtenu un succès tactique limité, c'est vrai, mais ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour même achever cette opération. Et maintenant, on voit que cela s'est fait au prix de la perte quasi totale de Pokrovsk. Comme vous l'avez souligné, depuis la zone de Rodenska et maintenant depuis le sud de Pokrovsk, ils se sont effectivement rejoints et ont comblé l'écart. Ainsi, les troupes à Mirnograd et dans la partie sud, il y a là des zones boisées au sud de Mirnograd, sont désormais complètement encerclées. La Russie est en mesure d'accélérer le rythme de son assaut aérien et les frappes de drones se poursuivent. J'ai vu certains rapports plus tôt dans la journée indiquant que la saturation de drones est hors norme. La Russie n'a pas besoin d'utiliser sa main-d'œuvre. Elle n'a pas à mener ces soi-disant assauts de vagues de chair qu'elle n'a probablement jamais vraiment fait, du moins pas au cours des dernières années. Maintenant, elle utilise encore moins ses troupes et mise beaucoup plus sur la puissance de feu, puisqu'elle en dispose. Et cela écrase littéralement le camp ukrainien. Maintenant que ces unités sont isolées, elles n'ont plus de renforts qui arrivent. Elles ne peuvent pas évacuer les blessés. Le seul moyen de les réapprovisionner, c'est avec certains de ces gros drones Baba Yaga ou d'autres modèles capables d'apporter du matériel. Mais c'est irrégulier, limité, et en plus sous le feu du côté russe. Et j'en parlais et j'observais cela alors que cette bataille touchait à sa fin. L'Ukraine devait prendre une décision. Elle pouvait soit faire la même chose qu'au début de la guerre à Mariupol, soit répéter ce qu'elle avait fait à Lysychansk et Severodonetsk, à Bakhmut, à Avdiivka, où elle avait dit « Non, nous n'allons rien céder. Nous n'allons pas nous replier sur de meilleures lignes, ce qui aurait pourtant eu du sens sur le plan militaire. » Et en quelque sorte, en aparté, il y avait dans presque tous les endroits que je viens de mentionner une option. Une fois que la situation devenait intenable et que les Russes avaient pénétré dans une certaine zone, surtout en périphérie de la ville, il était possible de se replier sous le feu vers des positions défensives préparées à l'avance, à partir desquelles il aurait été beaucoup plus coûteux pour les Russes de poursuivre leurs incursions. La pire chose à faire, c'est de rester dans ces positions, car il est alors plus facile pour les unités offensives russes de percer. Elles peuvent utiliser les bâtiments eux-mêmes comme couverture pour s'approcher directement de vous, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Et en refusant de se retirer de tous ces autres endroits, et il faut y ajouter Koursk, l'Ukraine a fini par sacrifier des dizaines de milliers de soldats et par perdre le territoire également. Elle a donc abandonné l'avantage militaire qu'elle aurait pu avoir en agissant correctement, et elle a perdu ses troupes. C'est le pire des scénarios. En me dirigeant vers Pokrovsk, j'ai dit « Vous avez la capacité de le faire ici et à Kupiansk au nord. » Et si vous ne retirez pas vos troupes tant que vous en avez encore la possibilité, vous allez perdre la ville et vous allez perdre vos troupes. Et maintenant, il semble qu'ils aient perdu cette chance. La seule option qui leur reste est d'essayer de s'échapper de Kupiansk, car il n'y a désormais plus aucune voie de sortie pour le camp ukrainien. Ils sont tués en grand nombre, même en tentant de fuir. Et il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Il n'y a absolument aucun intérêt à s'accrocher à Mirnograd si l'on ne peut pas faire entrer des troupes ni évacuer les blessés. Donc encore une fois, c'est la pire des options, et le camp ukrainien a vraiment gâché ses propres chances ici. Oui, il y a des photos atroces qui circulent. Non seulement des soldats de Mirnograd essayant de s'échapper de la poche, qui sont, eh bien, je suppose, tués en route, mais aussi des tentatives prévisibles de briser l'encerclement de ces troupes. Ils ont dû traverser des champs à découvert, plus ou moins,
et les Russes s'y attendaient. Même les forces de secours ont subi d'énormes pertes et elles n'ont toujours pas atteint leur objectif. Mais sur la question des effectifs, il semble que la guerre par drone ait changé certaines dynamiques, car plus vous regroupez de troupes, plus il est facile d'être même infirme. Donc, vous avez vu ces groupes de 2 ou 3 soldats russes pénétrer par différentes brèches dans les défenses ukrainiennes. Et encore une fois, tout s'est passé très vite. Mais comment interpréter certaines de ces déclarations qui circulent? Par exemple, Zelensky a fait des affirmations très audacieuses, disant que seuls quelques Russes se trouvaient à Pokrovsk, alors que toute la ville est désormais prise, et que l'Ukraine serait encore censée en avoir le contrôle. C'est assez incroyable, mais les médias semblent suivre le mouvement. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, les médias occidentaux semblent jouer le jeu, parce que c'est simplement ce qu'ils font par réflexe. Ils refusent de reconnaître ce qui se passe réellement sur le terrain, même si les chiffres sont là, sous leurs yeux. Et vous savez, Zelensky dit « Oh, eh bien, il n'y a pas tant de troupes que ça là-bas. » Je crois qu'il a dit qu'il y en avait 60 à Kupiansk, ce qui est encore plus absurde. Nous verrons probablement cette opération s'accélérer dans les semaines à venir également. Mais c'est pour cela que la Russie a progressé. Elle avance avec la puissance de feu, avec des drones, des bombes FAB, des missiles. Ils continuent encore à utiliser l'artillerie, qui garde son rôle, et ils emploient le contrôle du tir à partir de systèmes de tir direct, comme les tirs de chars, etc. Ils disposent de toutes les catégories dont ils ont besoin, donc il serait insensé d'engager un grand nombre de troupes. C'est simplement ainsi que cette guerre s'est déroulée, et quiconque utilise de grandes forces, d'un côté comme de l'autre, subira de lourdes pertes. Mais si vous avez ces petits groupes, et c'était l'un des rapports que j'ai vus il y a 2 ou 3 semaines du côté ukrainien, je ne sais pas si on peut dire qu'ils se plaignaient, mais ils reconnaissaient qu'il y a énormément de ces petites équipes russes de 2 ou 3 hommes qui se déplacent dans différentes parties de la ville. Donc maintenant, si vous concentrez un feu nourri, tout ce que vous allez toucher, c'est 2 ou 3 gars, et vous aurez utilisé beaucoup de munitions. Pendant ce temps, les Russes ont dispersé toutes leurs forces. Et donc ils prennent tous ces endroits. Ils savent que dans plusieurs d'entre eux, il y avait des poches ukrainiennes qu'ils ont contournées, mais qui sont maintenant isolées. Ils peuvent donc soit avancer et les détruire méthodiquement, car une fois que ces petits groupes sont encerclés, ils peuvent repérer où se trouve le camp ukrainien et guider des frappes d'artillerie. Ils peuvent déployer leurs propres drones, ou des bombes FAB peuvent être dirigées sur la cible par l'aviation russe, et ces positions sont alors détruites méthodiquement. Ainsi, peu importe le nombre réel de soldats russes. Je veux dire, j'ai du mal à croire qu'il n'y en ait eu littéralement que 250, mais c'est possible à cause de la dispersion, parce que la puissance de ces hommes est bien supérieure à leur nombre réel. Et puis on voit sur la carte qu'ils ont réussi très rapidement. C'était assez lent jusqu'à il y a environ 1 mois, mais ensuite tout s'est accéléré jusqu'à ce point, car l'affaiblissement avait enfin commencé à s'effondrer et à se désagréger. Ensuite on a vu la progression, et maintenant tout l'ensemble est physiquement encerclé. Nous verrons ce qui se passera avec leur réaction après cela. Mais c'est ce qui se passe réellement. Eh bien, tout au long de cette guerre, nous avons vu que Zelensky a souvent choisi d'échanger des vies contre du temps, c'est-à-dire de conserver des villes après qu'elles ont été effectivement perdues, même lorsque les rapports de pertes évoluent. Vous savez, je veux simplement faire un commentaire à ce sujet, car c'est l'une des choses les plus irritantes et agaçantes pour moi, révoltante dans la mesure où cela gaspille des vies humaines.
Parce que j'ai entendu cette question. Échangera-t-il du temps contre de l'espace? C'est pris isolément, une stratégie militaire potentielle légitime, mais seulement si elle permet réellement d'accomplir quelque chose et d'obtenir un certain avantage. Ce que le camp ukrainien a fait, c'est sacrifier des vies pour rien. Et certes, le temps a continué de s'écouler, et ils ont par exemple à Bakhmut, obligé les Russes à avancer bâtiment par bâtiment, et parfois étage par étage pour expulser tous les Ukrainiens. Ils ont perdu beaucoup de monde. Les Russes, oui. Et en réalité, c'était davantage le groupe Wagner que l'armée russe à proprement parler. Et ils ont perdu beaucoup d'hommes, mais toi, tu as perdu la ville et tous tes hommes. Regarde en revanche ce que les Russes ont fait à Kherson en 2022. Ils se sont retrouvés dans une situation similaire. Ils avaient, je crois, entre 30 et 40 000 soldats dans la ville de Kherson. C'était l'une des plus grandes conquêtes qu'ils avaient réalisées pendant la guerre. Une grande ville. Ils ont dû décider, continuons-nous à la tenir, alors que les Ukrainiens avançaient depuis l'ouest et se rapprochaient, ou abandonnons-nous la ville pour retirer toutes ces troupes de l'autre côté du Dniepr, laissant l'Ukraine la reprendre sans combat. Ils ont choisi de préserver leurs troupes, estimant que la défendre coûterait trop cher. Alors, au lieu de gagner du temps ou quoi que ce soit d'autre, ils ont simplement abandonné la ville. Ils ont fait sauter tous les ponts sur le Dnipro, ce qui a essentiellement arrêté l'Ukraine. Elle ne pouvait pas aller plus loin. Mais toutes ces troupes expérimentées et aguerries au combat, ont survécu. Et maintenant, ils peuvent les utiliser ailleurs et former d'autres unités à partir d'elles. Mais du côté ukrainien, dans la région de Kursk, lorsqu'ils se sont retrouvés dans une situation similaire, une fois qu'ils ont effectué cette première percée en août de l'année dernière et qu'ils ont bien avancé, c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Ils n'avaient pas la puissance nécessaire pour aller plus loin, et cela n'allait jamais dépasser ce point. Ils auraient dû dire, « D'accord, maintenant nous allons retirer toutes nos troupes et vivre pour combattre un autre jour. » Nous avons eu notre mot à dire. Nous avons porté cela en Russie. Nous avons fait exploser plein de choses. Super, c'était génial, peu importe. Mais ensuite, nous allions sceller cette affaire. À ce moment-là, vous auriez eu toutes ces troupes. Mais en réalité, ils ont perdu 70 000 soldats et n'ont cessé d'envoyer de plus en plus de renforts. Et maintenant, vous payez le prix de ce qu'ils ont fait à Kursk, car tous ces hommes qu'ils auraient pu sauver auraient pu se trouver sur le front de l'Est, rendant cette opération de Kursk encore plus difficile à mener pour la Russie. Ils ne les avaient pas. Alors maintenant, ils n'ont plus que ceux qu'ils peuvent ramasser dans les rues, et ils ont perdu toutes les troupes qu'ils avaient là-bas, ainsi que le territoire. Alors ils ont tout perdu. Tu t'entraînes pendant un certain temps, tu as 7 mois, mais qu'est-ce que tu en retires? Tu as perdu tes troupes, les mieux formées, et tu ne peux pas remplacer des soldats expérimentés. Des gars qui étaient là depuis des années dans cette guerre, voire plus longtemps dans certains cas, ils sont partis. Tu as perdu toute leur expérience avec eux. Maintenant, tu peux bien mettre plus de gars en uniforme, mais ils ne sont ni formés, ni expérimentés, et l'expérience, ça ne se construit pas, ça se gagne jour après jour. Mettre quelqu'un d'autre en uniforme peut maintenir les chiffres, mais leurs capacités sont bien moindres. Et maintenant, tu vois le résultat. À un certain moment, vous savez, je pense que ce que nous avons vu se produire à Pokrovsk va probablement se reproduire quelque part sur le front S. Il est probable qu'il y ait un effondrement. Il est possible que surtout à mesure que nous avançons dans l'hiver, nous assistions à un effondrement sur une partie du front. Pas seulement une ville, mais une section du front. Il reste à voir ce que les Russes en feront. Mais c'est un grand risque. Car le camp ukrainien a essayé, pour ainsi dire, d'échanger du temps contre de l'espace et a fini par tout perdre.
Vous avez mentionné Kursk. C'est l'une des nombreuses choses étranges dans cette guerre. Je veux dire, quand ils sont entrés, beaucoup d'entre nous disaient que cela n'avait aucun sens. Ils ont retiré leurs meilleurs hommes de derrière les lignes défensives, hors des tranchées où ils étaient protégés, et les ont envoyés à découvert, et des dizaines de milliers de jeunes hommes ont été massacrés. De bons soldats, comme en avaient les Ukrainiens. Et quel en était le but? Ils ne pouvaient pas tenir cette position. Pourtant, toute dissidence, toute critique était immédiatement dénoncée comme « Ah, eh bien, c'est un argument du Kremlin ». Mais avançons jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été accompli. Ils ont subi d'énormes pertes. Ils ont été repoussés. Mais il n'y a aucune remise en question. Car tout ce qui perturbe le récit de la guerre, selon lequel tout est brillant et toute offensive est une bonne chose, est étouffé. Maintenant, avec l'effondrement de Pokrovsk, qui est une ville très stratégique, quelles sont les conséquences de la chute de cette ville aux mains des Russes? Eh bien, je veux dire, c'est une épée à double tranchant, et les deux tranchants se retournent contre le camp ukrainien, car c'est un énorme coup porté au moral. Leurs troupes voient à nouveau que leur commandement ne donne pas la priorité à leur vie. Au lieu de donner l'ordre, comme lorsque je parlais de ce centre commercial qui devait fermer mais est resté ouvert, ils auraient pu faire sortir ces hommes. Ils auraient pu être mis en sécurité, vivre pour se battre un autre jour depuis des positions défensives plus solides, où ils auraient pu imposer un coût plus élevé aux Russes pour avancer. Mais au lieu de cela, que ce soit Syrski, Zelensky ou les autres commandants, ils n'ont pas donné la priorité à leur vie. Et maintenant, ils les ont laissés mourir sur place. Et il y en a des milliers, complètement derrière les lignes ennemies, désormais encerclés, et ils seront soit capturés et envoyés dans des camps de prisonniers de guerre, soit tués sur place. Alors imaginez que vous y soyez, disons à Kupiansk ou dans certaines de ces autres zones là-haut, ou à Vovchansk dans la région de Kharkiv. Vous vous dites, que va-t-il se passer si je suis encerclé? Les miens vont me laisser mourir sur place pour rien. Et si je peux voir d'autres mourir pour rien, à Avdiivka, à Bakhmut, à Kursk, à Krinky sur le Dnipro avant cela, ou maintenant à Pokrovsk, pourquoi voudrais-je littéralement mourir pour rien? Quand je sais que mon propre pays va simplement continuer à sacrifier des vies aveuglément, à un moment donné, même les nationalistes les plus fervents vont finir par dire que cela n'a plus aucun sens. Je veux dire, on a déjà vu les désertions augmenter. D'après un rapport que j'ai lu, rien que pendant les 10 premiers mois de 2025, un demi-million de personnes ont déserté et 200 000 autres, âgés de 18 à 22 ans, ont fui le pays au cours des 2 derniers mois. À un moment, les gens vont regarder autour d'eux et dire « Je vais simplement rejoindre ce groupe. Rester ici, c'est du suicide. » Et personne ne veut suicider. Je suis plusieurs de ces chaînes Telegram ukrainiennes, tenues par différents militaires du côté ukrainien, et le déclin du moral est assez évident, accompagné d'une grande colère envers leur propre direction politique et militaire. Cela contraste fortement avec ce qu'on entend souvent de la part des politiciens et des médias occidentaux, où l'on insiste, pas de reddition, pas de retrait, pas de négociation. S'ils écoutaient ces chaînes Telegram militaires ukrainiennes, ils les traiteraient probablement de poutinistes pour avoir remis en question la sagesse de s'accrocher à chaque centimètre malgré toutes ces pertes massives. Eh bien, vous savez, il y a eu un discours prononcé à l'université de Maastricht le 3 novembre, il y a seulement quelques jours, par le général Ben Hodges. Je pense qu'il a exprimé un point de vue que beaucoup de gens partagent. Il a critiqué le président Trump
en disant qu'il avait une stratégie perdante depuis le début. Il a affirmé que Trump ne comprenait rien à l'histoire de la guerre, ce qui est un peu étrange car je ne sais pas de quelle histoire il parle. Mais il a laissé entendre que Trump aurait pu simplement ordonner à Poutine de partir. Il a dit que Trump n'avait même pas demandé à la Russie de quitter l'Ukraine et qu'à présent il demandait à l'Ukraine de céder du territoire pour obtenir la paix. C'est ridicule, a-t-il déclaré. Donc la Russie ne gagne pas. Le général Jack Keane, sur Fox News hier, a également dit que la Russie ne gagne pas. Alors, il faudrait simplement envoyer plus de munitions, plus d'armes, et ainsi de suite, sans tenir compte de tout ce dont nous venons de parler sur la carte, de tous ces hommes qui meurent et de ceux qui abandonnent le combat. Comme si on disait non, continuons simplement à leur donner plus de balles pour qu'ils y retournent et continuent à mourir. Franchement, ça n'a aucun sens. Surtout à la lumière de tous ces échecs au cours de l'année écoulée, pourquoi voudrait-on dire « oui, continuons à les aider à mourir en grand nombre », alors qu'on voit bien que ça ne marchera pas. Le camp russe a les effectifs, les munitions et la capacité industrielle, que vous avez d'ailleurs mentionné à l'instant. Et ensuite, on entend « on ne peut pas simplement dire à la Russie de partir, parce qu'on ne peut pas la forcer à partir ». Et pourtant, cela passe pour une réflexion d'élite en Occident. Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous persistons dans cette voie, pourquoi nous continuons à écouter des gens comme ça. Pour être honnête avec vous, j'ai vu Ben Hodges intervenir dans différentes émissions et je suis toujours frappé par cette idée que si c'était nos hommes, nos soldats, nous aurions pris des décisions très différentes. Mais plus ils agitent les drapeaux ukrainiens, plus cela semble malhonnête, comme si ces vies n'étaient que des vies à sacrifier. Vous avez mentionné ces autres villes qui tombent. Pokrovsk est déjà tombé, Siversk est maintenant semi-encerclé, et les Russes semblent être entrés par le sud. Kupiansk est également encerclé. Vous pouvez ajouter Kostiantynivka aussi. Ensemble, ce sont des villes très importantes le long de la ligne de front principale, là où se trouvent toutes les défenses. Si l'on considère l'objectif principal de la Russie, qui est de prendre Donetsk, alors les deux principales villes de Sloviansk et Kramatorsk, avec Pokrovsk juste au sud-ouest, leur permettent de progresser vers le nord et de couvrir ces villes depuis l'ouest. Siversk se trouve à l'ouest, Kupiansk au nord et Kostiantynivka au sud. S'ils prennent toutes les villes actuellement pénétrées ou encerclées, s'ils les prennent toutes, alors ces deux grandes villes, Sloviansk et Kramatorsk, pourraient être encerclées. Je ne dirais pas que ce serait facile. Cela prendra du temps et bien sûr coûtera du sang. Mais cela dit, voyez-vous cela s'intensifier jusqu'à provoquer un effondrement plus large en Ukraine. Car même si ce n'était pas si stratégique, ce que ça l'est, la perte de toute cette main-d'œuvre rendra la prochaine bataille bien plus difficile. Exactement. Et c'est pour cela que j'ai spécifiquement mentionné la façon dont la situation à Pokrovsk s'est déroulée. L'Ukraine a déjà utilisé ses dernières réserves stratégiques de théâtre pour tenter de débloquer cette zone dans la partie nord, au nord de Pokrovsk, mais elle n'a pas réussi. Et parce qu'elle a fait cela, elle n'avait plus de troupes dans la région de Kherson, ni dans la zone juste au sud de Pokrovsk, ni dans la ville elle-même. Elle a donc dû faire des choix, et elle a perdu ici. Et comme les 5 autres villes que tu viens de mentionner, Lyman, Siversk et Kupiansk, font également l'objet de combats simultanés, l'Ukraine n'a tout simplement pas assez de main-d'œuvre pour se battre efficacement sur tous ces fronts. Donc ils commencent à perdre pratiquement sur tous les fronts, et surtout là où la Russie concentre ses efforts, là où elle accorde la priorité, elle parvient à s'emparer de ses positions. Une fois l'encerclement de Pokrovsk et Mirnorad achevé, une fois cette opération réglée, toutes ces troupes pourront être redéployées ailleurs et une autre zone deviendra prioritaire.
peut-être Kramatorsk et Sloviansk, comme vous venez de le mentionner. Le problème, c'est que l'Ukraine dispose maintenant de moins de troupes. Au total, il y aura probablement environ 10 000 soldats perdus, rien que dans cette poche. Je ne sais pas combien se trouve à Kupiansk, mais c'est déjà un chiffre conséquent en plus. Ils ont donc encore moins de troupes pour défendre ces deux fronts et les autres villes. Et au bout du compte, à un certain moment, ce n'est qu'une question de mathématiques. Vous allez manquer de troupes et vous ne pourrez plus couvrir le front. La Russie, elle, le peut. Et à un moment donné, le front va simplement s'effondrer. Il n'y a tout simplement pas assez d'hommes. C'est inévitable. Je ne sais pas, cela pourrait littéralement se produire dans un an. Je ne sais pas. Cela pourrait aussi arriver dans un mois, peut-être avant Noël. Mais il est inévitable que cela se produise. Et plus nous continuons à faire semblant que les mathématiques ne s'appliquent pas, que l'on peut continuer à envoyer des gens se faire massacrer sans qu'il n'y ait jamais de rupture, plus on joue au dé sans aucune raison, parce que cela finira par arriver. Glenn. Et quel que soit l'accord que les Russes ont conclu, si nous pensons que les conditions sont dures aujourd'hui, et je ferai partie de ceux qui le pensent, elles ne feront que devenir bien pire, à mesure que l'avantage stratégique augmentera du côté russe. Juste une dernière question rapide cependant. À mesure que nous avançons vers une situation de plus en plus désespérée pour l'OTAN et Zelensky, pensez-vous qu'il existe un risque ou une possibilité que les Européens, en particulier, et bien sûr Trump aussi, puissent intensifier les choses, d'une manière ou d'une autre, pour tenter de sauver la situation? Parce que cela semble être une chose dangereuse à faire, puisque les Russes semblent avoir perdu patience et sont désespérés de rétablir leur capacité de dissuasion. Il y a donc une dynamique dangereuse qui se met en place ici. Oui, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie a choisi ce moment pour tester son missile Burevestnik, ce qu'elle présente comme un missile de croisière à propulsion nucléaire et à ogive nucléaire. Et pourquoi elle a également choisi ce moment pour tester le missile Poséidon, en rappelant qu'elle dispose du Sarmat, en le mentionnant nommément, et en parlant de l'Oreshnik et du fait que ces systèmes sont désormais opérationnels. Je pense qu'en gros, le message est « ne nous mettez pas à l'épreuve ». Plus tôt dans la journée, Mark Rutte, en Roumanie, a déclaré « Oui, nous allons assurément défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Et s'il se passe quoi que ce soit, nous aurons des flottes de F-35 en vol, ainsi que tous ces chars de combat et tout le reste. » Et la Russie entend cela et devient folle. Moi, je ne ferai pas ça. Et d'ailleurs, nous renforçons aussi nos propres forces. Et la manière dont ils s'y prennent maintenant, avec leurs réserves, leurs recruteurs, les conscrits, et ainsi de suite, a complètement changé le système. Ils constituent environ 3 millions de réservistes pouvant être mobilisés à court préavis. Ils accumulent également des réserves de toutes catégories de drones, de missiles, d'obus d'artillerie, de chars rénovés et d'autres véhicules blindés de transport de troupes. La plupart de ces équipements sont entreposés au fur et à mesure de leur remise en état, car ils en utilisent moins sur les lignes de front actuellement. Ils n'en ont pas besoin, car je pense qu'ils envoient un message, qu'il soit opérationnel ou stratégique. Nous sommes militairement supérieurs, et si vous nous mettez à l'épreuve, cela ne se passera pas bien. Alors ne nous mettez pas à l'épreuve. Mettons plutôt fin à cette guerre et revenons à la recherche de la sécurité pour tous. La Russie continue de le dire. Je veux réinsister sur quelque chose que vous venez de dire il y a une minute, car c'est vraiment important. Les conditions actuelles pour un règlement négocié sont toujours sur la table, et je les appelle les conditions LED. Les conditions LED. Elles sont terribles du point de vue de l'Ukraine, mais elles ne sont pas aussi mauvaises que de perdre le reste de ses troupes et tout jusqu'au fleuve Dniepr.
probablement y compris Odessa et jusqu'à la Transnistrie, parce que je pense que tout cela pourrait aussi tomber. Cela peut donc devenir bien pire, si la Russie est contrainte d'obtenir sur le champ de bataille ce qu'elle aurait pu obtenir à la table des négociations. Et je pense que la Russie dit, regardez ce que nous faisons, regardez ce que nous avons fait, et regardez comment ce camp s'effondre. N'aggravez pas une mauvaise situation. Mettez-y fin maintenant. C'est ce que nous devrions faire. On nous offre ici une occasion en or, et je prie Dieu que nous ayons la sagesse de la saisir, car sinon, Glenn, tu verras la situation que je viens de décrire. La Russie prendra tout ce qu'elle veut sur le champ de bataille, aussi longtemps que cela prendra. Oui, j'ai l'impression que les Européens ont peut-être tendance à, disons, intensifier un peu leur rhétorique pour compenser le fait que les États-Unis réduisent leur présence militaire en Europe centrale et orientale. Donc pour compenser la baisse des capacités, il y a davantage, vous savez, de démonstrations de force et de discours tonitruants à ce sujet. Et c'est exactement le contraire de ce que nous devrions faire. Nous devrions dire, regardez ça, commençons à aller vers la diplomatie, quelque chose qui peut réellement produire des résultats positifs, garantir votre sécurité, votre prospérité et la sécurité de tous, et réduire les risques de guerre. C'est la chose sage à faire. Je suppose qu'à cause de leur mentalité, ils sont enfermés là-dedans depuis toujours, en réalité depuis 1992. Et vous savez, jusqu'en 2014. J'imagine qu'ils ont simplement ces cellules cérébrales ossifiées, si cela existe, et qu'ils ne peuvent pas penser de manière rationnelle et protectrice de leurs propres intérêts. Mais j'espère que nous trouverons comment y parvenir avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, j'aimerais que l'OTAN vous appelle pour demander conseil, car il semble qu'il y ait un manque de bon sens en ce moment. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes occupé, alors je vous en suis vraiment reconnaissant. Toujours un plaisir, Glenn. Merci de m'avoir invité.